de valeurs. Femme de valeurs. Femme au grand cœur. De valeurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission FDV Femmes de Valeurs, une émission dédiée aux femmes qui nous font part de leur parcours professionnel et personnel et bien entendu de leurs valeurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir sur le plateau Dalila Drif. Bonjour Dalila. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous. Très bien. Donc nous allons commencer à parler un petit peu de votre parcours, autant personnel que professionnel, mais d'abord le professionnel. Donc dites-moi, vous êtes bien en union libre et mère de 2 enfants. Oui, c'est ça. Vous êtes actuellement médiatrice au sein du service médiation et prévention d'une collectivité. C'est ça, tout à fait. Mais tout ça, c'est un bien grand mot. On aimerait un peu comprendre qu'est-ce que c'est en fait d'être une médiatrice. Alors, médiatrice sociale, c'est d'accompagner les personnes dans le quotidien, notamment les personnes qui sont vraiment en difficulté. C'est surtout d'aller vers ces personnes qui sont en difficulté, parce que les personnes en difficulté, très souvent, elles ne se montrent pas, donc elles sont plutôt cachées, isolées. Et voilà, nous, on va vers elles pour pouvoir parler, discuter, les mettre à l'aise et voir de quelle manière, en tous les cas, on peut les aider. D'accord, très bien. Vous avez passé un diplôme pour pouvoir occuper ce genre de poste ou pas? Alors, j'ai fait une formation de médiation sociale. D'accord. C'est des modules sur un laps de temps. Et donc, c'est toutes les techniques de la médiation qu'on apprend pour au mieux aller vers les personnes, gérer les conflits. D'accord. Et accompagner. Intéressant. Comment êtes-vous arrivée à ces fonctions justement de médiatrice? Alors moi, j'ai par le passé travaillé dans l'animation. J'ai fait ce métier pendant à peu près 16 années. Je pense que j'ai fait le tour et à un moment donné, j'ai eu cette opportunité de rejoindre un service qui s'était créé justement pour accompagner ces personnes en difficulté. Et comme c'est des choses que j'apprécie dans la vie de pouvoir se tourner vers les autres, et ben naturellement, je suis venue proposer ma candidature et demander si une personne comme moi, qui travaillait dans cette collectivité depuis un moment, est-ce que mon profil pouvait ou pas intéresser. Donc ça a été le cas. Bah, ça a été une bonne chose, je pense, pour tous ceux qui, justement, ont le plaisir d'être à vos côtés, déjà, et surtout de pouvoir faire appel à vos services, pardon. Donc, vous aviez dit que vous aviez 16 ans d'animation, ce n'est pas rien non plus. Toutes ces années, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, en fait? Alors, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté ces années? L'écoute, apprendre de l'autre. On est tous différents et c'est un métier qui est riche en tous les cas, riche humainement. Dans ma vie personnelle, la stabilité, sincèrement la stabilité. Quelles sont les plus grosses difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre travail en tant que médiatrice? Alors dans mon métier, les difficultés que je peux rencontrer, c'est que je suis face à un public que je comprends, puisque là où je travaille, c'est un quartier où j'ai grandi. Donc toutes leurs difficultés, tout leur vécu, je le connais parce que je l'ai moi-même vécu. Alors parfois, il y a des situations qui viennent à moi qui peuvent me faire rappeler ce que j'ai pu vivre et qui n'était pas forcément confortable. Mais ce qui me fait aller de l'avant et ce que j'aime, c'est pouvoir les emmener avec moi et les tirer vers le haut. C'est bien, c'est très bien vu parce que c'est vrai que c'est pas évident de retourner dans son quartier déjà, d'une part, parce qu'on connaît tout le monde. C'est pas évident non plus pour tout ce qui est confidentialité, parce qu'en fait vous vous connaissez, vous avez grandi, vous savez ce qui se passe en fait derrière les portes des gens. Donc c'est un peu, il faut avoir cette notion de secret professionnel. Exactement, il faut rester sur un juste milieu. Effectivement, il y a beaucoup de personnes où je connais leur vie, leur vécu, tout ça. Mais si je suis amenée à les recevoir, elles en fait, elles sont à l'aise. Elles sont à l'aise et elles ont des fois même une facilité à me dire ce qui ne va pas, parce que justement, elles savent que je sais, que je comprends, j'ai grandi dans le même endroit qu'eux. Aujourd'hui, je ne travaille pas avec la compassion, parce que travailler avec la compassion, c'est souffrir avec les gens. Par contre, aujourd'hui, j'ai la capacité de travailler avec l'empathie. Et l'empathie, c'est justement de les comprendre, mais toujours de me dire que je ne suis pas à leur place. Ouais, la distance est importante, en fait. La distance est très importante, voilà. D'accord. Il faut un peu... savoir jongler sur les deux. Jongler, voilà, sur les deux et trouver un équilibre, un juste milieu. Mais je pense qu'il doit y avoir des situations où vous devez vous sentir touché profondément
Et est-ce que vous arrivez à gérer ces moments-là où une situation sociale assez difficile, comment vous arrivez à gérer ce genre de choses? Alors dans les tout débuts, je ne vais pas vous cacher, ça pouvait être difficile à certains moments, notamment des jeunes que j'ai pu avoir dans le cadre de l'animation, puisque moi j'étais directrice d'un point accueil sur ce quartier même. D'accord. Voilà, j'ai déjà été confrontée à des situations, des jeunes que j'ai eu dans le cadre du loisir et que j'ai eu après dans un cadre voilà, autre que le loisir et plutôt dans des contextes familiales compliqués. C'est vrai que dans les débuts, t'es pas armé, enfin dans les débuts, hein, souvent des fois je pouvais être peinée, je prenais à cœur, je le prenais pour moi, mais au fur et à mesure de faire ces formations justement pour t'apprendre à prendre du recul, à avoir la bonne distance et puis en comprenant que de toutes les façons souffrir avec eux ce ne sera pas les aider et encore moins m'aider, eh ben, j'ai appris au fil du temps à me détacher de certaines situations. D'accord, très bien. Alors, quelles sont vos plus grandes satisfactions par rapport à votre métier? Ma plus grande satisfaction, c'est de pouvoir recevoir des gens dans mon bureau qui viennent te voir, qui sont au bas du bas, qui sont en détresse, et justement leur redonner un petit peu de force, un petit peu de sourire, leur dire attention, tout ne se fera pas du jour au lendemain, parce qu'on connaît le mécanisme, enfin les problèmes, les délais administratifs qui font qu'il y a beaucoup de choses qui prennent du temps, mais en tous les cas, toujours être à leur côté, à les rassurer, petit à petit monter les marches de l'escalier avec eux, et quand tu vois des personnes qui te disent mais merci pour tout ce que tu as fait pour moi, j'étais au bas du bas et aujourd'hui je suis enfin soulagée, j'arrive à dormir, j'arrive à manger. Franchement, c'est une satisfaction pour moi. Et du coup, au niveau de... Parce qu'il y a eu toute une période avec la Covid actuellement, les isolements, la précarité qui s'est amplifiée pour certains. Vous, quelles a été en fait les plus grosses actions, les démarches que vous avez dû faire pour ces personnes-là? Déjà, dans un premier temps, quand le Covid est arrivé, tout le monde nous a dit qu'il faut s'isoler, donc tout le monde reste chez soi. Au bout de 2 jours, j'étais en train de cogiter et j'étais en train de me dire, mais attends... Si moi déjà je suis pas bien, j'ai 40 ans, mais je reste encore jeune et vaillante. Si moi je suis pas bien, mais alors qu'est-ce que ça doit être pour les personnes qui sont seules, âgées, isolées? Et à un moment donné, j'ai dit non, je dis, on ne peut pas rester comme ça et ne rien faire. Les aînés, ils ont besoin d'une aide. Et donc, en fait, je suis très très vite retournée sur le terrain, je crois peut-être au bout de 3 jours. Et mes missions, justement, puisque j'avais déjà repéré des personnes seules, isolées, voilà, en difficulté, j'ai été les voir si elles avaient besoin de quelque chose. D'une aide, si quelqu'un prenait, ne serait-ce que prendre de leurs nouvelles. Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait de manière régulière. Alors bien sûr, j'étais moins dans recevoir le public parce qu'il fallait quand même un peu éviter le contact. Mais voilà, on a aussi beaucoup aidé les personnes sur le plan alimentaire. C'est vrai qu'il y a des boutiques solidaires qui se sont beaucoup engagées à pouvoir donner de la nourriture aux personnes. Voilà, qu'on accompagne dans le quotidien. Certaines étaient en galère, le chômage partiel, pas de travail, ça veut dire une baisse de revenus. Donc voilà, on a été voir beaucoup de personnes à qui on a livré des repas. Des colis alimentaires, des repas. Et puis surtout s'assurer que tout aille bien, aller dans la rue, parce que sur le quartier, là où je travaille, c'était pas évident. Le confinement, vous savez, pour beaucoup, ils se retrouvent dans des appartements, dans des grandes familles, dans des appartements qui sont petits, c'était pas évident pour eux de respecter vraiment à la lettre le confinement. Donc l'idée aussi c'était dehors d'aller les voir, de rappeler quand même aussi les règles, de donner des attestations, de voir un peu quels étaient les besoins. Et on a fonctionné comme ça pendant cette période de confinement. En fait, on a avancé au fur et à mesure, on a improvisé. Voilà, on a improvisé. Vous avez fait en fonction des besoins et des demandes. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est bien de savoir, en tout cas, bravo à toute l'équipe qui a mis ça en place avec vous, parce que c'est pas évident, effectivement, on a tous difficilement vécu cette période. Et c'est vrai que de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent venir nous voir, qu'on ne se sent pas si seul, qu'on peut discuter, même si c'est à travers une porte, même si au téléphone, ça fait toujours du bien. Et je pense que oui, on peut féliciter les actions que vous avez pu mettre en place pour ces personnes-là. En fait, pour nous, c'est positif. C'est de se dire qu'on est là, on l'a montré aux gens qui en avaient besoin. Et ces personnes-là, parfois, c'était juste, les appeler. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il vous faut quelque chose? Est-ce que vous manquez de rien? Ou inversement, ces personnes qui savaient qu'on était là pouvaient nous joindre. Et rien qu'avec ça, même si elles n'avaient pas spécialement des besoins,
elles se sentaient rassurées. Ah. Et je voulais donc savoir, vous en avez un peu abordé tout à l'heure, je voulais savoir quelles sont les qualités qu'il faut avoir justement pour occuper ce genre de poste. Alors, les qualités, je pense en tous les cas, je vais parler de mes qualités, mais évidemment, il faut des qualités parce qu'il faut quand même avoir une certaine patience. Il faut être à l'écoute, il faut être dans la compréhension, comprendre que voilà, celui qui est en face de toi n'a pas ta vie et tu n'as pas la sienne. L'empathie, c'est très important de recevoir ces gens avec respect et empathie parce qu'elles ont un quotidien qui n'est pas drôle. Et de venir voir quelqu'un qui fait la tête alors que déjà elles-mêmes ne sont pas bien, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faut toujours, tant que possible. Enfin, vous essayez de vous prendre au maximum sur vous la plupart du temps. Parce que vous pouvez avoir d'une situation à l'autre quelqu'un qui vient pour une histoire alimentaire, mais une autre qui va venir parce qu'elle a des problèmes de couple, de violence conjugale, des choses comme ça. Et donc, faut arriver à modérer. C'est pas évident quand vous refermez la porte sur quelque chose qui pouvait être positif. Quelqu'un qui vient enfin vous dire merci, comme vous avez dit tout à l'heure, et juste après, une qui arrive derrière et qui est au bout de sa vie avec les violences, avec tout ce qui peut se passer. C'est vrai que c'est pas évident au niveau même vous, psychologiquement. Est-ce qu'on vous aide, on vous donne des conseils par rapport à ça? Alors, dans mon métier, il faut savoir que nous sommes une équipe, en tous les cas, sur notre collectivité. Alors, je n'ai pas les détails de ce qui se passe dans les autres services, mais en tous les cas, fréquemment, on voit un psychologue qui vient rencontrer l'équipe. C'est un psychologue qui est à disposition et qui peut même recevoir chacun d'entre nous à titre individuel. Et le but c'est de pouvoir discuter des difficultés, de ce qu'on rencontre, de ce vide, tout simplement, de ne pas tout garder en nous. Après moi, pour ces personnes telles que des femmes qui peuvent, être dans des violences intrafamiliales, c'est de les orienter, de m'assurer qu'il y ait un réel suivi et de tout faire pour les sortir de cette situation et surtout qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. Et c'est important, parce que surtout, il y a de plus en plus de féminicides en France et ailleurs d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elles ne savent pas souvent le numéro. D'ailleurs, il faudrait qu'on redonne le numéro de violence conjugale, on vous le remettra pour que vous puissiez appeler si vous êtes en danger. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir vos services qui sont là pour aider ces personnes-là. Je ne sais pas si dans toutes les collectivités c'est mis en place, mais je pense, puisque c'est un phénomène grandissant. Et en tout cas, merci à vous d'être là pour aider ces personnes. Parfois elles ne savent pas, mais parfois elles ne mesurent pas non plus. Elles ne mesurent pas et notre travail aussi à nous, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas normales dans la vie, notamment être violentée. Quand tu es dans ça, dans le quotidien, elles finissent par banaliser. Elles finissent par le banaliser et c'est toi, petit à petit, on discute avec elles pour qu'elles prennent conscience que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Dès qu'elles ont pris conscience, après Après, c'est pas évident parce que certaines femmes, elles ont aussi la culture qui joue derrière. Vous devez faire face à effectivement ce qu'il faut mettre en place par rapport à la loi française, par rapport au fait qu'on soit sur le territoire français, et ce qu'il y a en parallèle à mettre en place et à respecter par rapport à leur culture, et qui fait que c'est pas évident aussi d'agir, parce qu'on peut, en voulant bien faire, mal agir par rapport à leur culture, je veux dire, et que ça soit très mal pris. En fait, c'est pas évident. Vous avez des notions, des fois, sur la culture de certains pays, avant de parler, par exemple, à une femme turque, ou à une femme, je sais pas, malienne, ou même à un homme malien, parce qu'ils ont aussi un homme malien ou tout autre, mais qui ont des fois des principes. Moi, je conçois parfaitement que chaque individu est fait avec sa culture. Maintenant, en France, je rappelle qu'en France, on est dans un état de droit où les femmes ont des droits, qu'effectivement il y a la culture, mais qu'il y a aussi les droits en tant que femme. Elles peuvent justement se saisir ces droits, parce qu'une femme qui vient te dire qu'elle n'est pas bien, que son quotidien, qu'elle se fait violenter, c'est qu'au final, au fond d'elle, elle est meurtrie, elle n'est pas bien. Et aussi, ce qui est très important, c'est de pas arriver avec des gros sabots et de dire tu dois faire comme ça. Non, ça doit venir d'elle, ça peut pas venir de moi. Encore, je le dis, je le redis. Il y a une démarche assez importante. Voilà, il y a un accompagnement, une démarche, qu'elle puisse prendre conscience qu'en France, on est dans un pays de droit, que dans des cas bien précis comme ça, on sera accompagné du début jusqu'à la fin, et dès qu'elles le sentent, et puis surtout quand elles sentent qu'elles ont des personnes avec elles qui les soutiennent, ça leur donne de la force et suffisamment de force pour se dire non, c'est bon, je vais avancer et c'est pas ce que je veux ni pour moi ni pour mes enfants et je vais passer outre ma peur. Et au-delà des femmes comme ça qui vivent des violences conjugales, vous avez aussi des enfants dans des situations pas faciles, je pense. Ça peut être de la maltraitance, ça peut être
d'autres choses, des actes qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas, que les adultes ont sur des enfants. Comment vous gérez ça aussi par rapport à ce public jeune et avec des parents toujours, des fois, qui ne comprennent pas forcément que vous veniez agir dans leur famille? Alors, dans notre métier, effectivement, déjà, on travaille dans une neutralité, une impartialité. Ça veut dire que quelqu'un qui vient me dire quelque chose, je ne suis pas censée aller le dire, puisque voilà, ça reste entre nous. Cependant, après, j'ai des obligations qui sont professionnelles. En France, la loi elle est claire. Un mineur doit être protégé. Donc, si j'ai connaissance qu'un mineur, si c'est avéré, peut-être des fois même pas, mais que j'ai connaissance qu'un mineur peut être en danger, là, il n'y a pas de droit de réserve. Je me dois en tous les cas de signaler aux bonnes personnes, de dire, même si je ne suis pas sûre, mais en tous les cas, de ne pas rien faire pour un enfant, c'est juste pas L'action est importante. L'action est importante. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va aborder là un peu votre parcours plutôt personnel. Oui. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez grandi dans un quartier défavorisé, au sein d'une famille monoparentale. Dans votre travail, vous accueillez des personnes en situation difficile aussi, auxquelles il faut trouver des solutions. Et comme vous avez dit tout à l'heure, des fois, ça peut être un avantage d'avoir vécu ces choses-là, mais aussi un inconvénient. Donc là, vous souligneriez quoi? Que c'est un avantage ou que c'est un inconvénient? Mais en fait, les deux. Mais sincèrement, aujourd'hui, je le vois bien plus comme un avantage. D'avoir travaillé dans ce quartier, déjà avec les enfants, les adolescents, que les parents, forcément, de par mon métier, je les connaissais. Maintenant, aujourd'hui, c'est un métier que je fais qui est un peu plus complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai les enfants, j'ai les ados, et j'ai les parents, et j'aide tout le monde dans le quotidien. Je suis, dans ma fonction de médiatrice sociale, la seule femme. Je dis bien médiatrice sociale, parce qu'on est constitué d'une équipe avec différents postes. Et donc, ces femmes qui me connaissent, que je connais aussi, ont justement cette confiance. Ce lien, il est déjà établi. Et ce lien, il n'a pas de prix. C'est normal. Il me facilite beaucoup, et il facilite ces personnes surtout. Surtout, oui, c'est vrai. Parfois, cela ne doit pas être facile d'être confronté à ce que vous-même, vous avez vécu. Vous diriez, donc ça, on l'a dit, que ça peut être un avantage ou un inconvénient, mais du coup, ces situations que vous vivez, que vous avez déjà vécues par le passé, vous avez dit tout à l'heure que ça crée des fois des retours en arrière et des petites douleurs. Et est-ce que dans ces moments-là, vous vous dites, je vais aller voir une psychologue ou il faut que j'en parle et est-ce que ça vous arrive d'avoir des situations où vous dites, ça me touche trop profondément que je vais demander à un collègue de prendre le relais parce que là, c'est trop pour moi? Alors, peut-être que ça pourrait m'arriver, quelqu'un avec qui j'ai un lien qui est assez fort, parce que j'ai toujours gardé mes contacts et mes amis sur ce quartier. Forcément, j'y ai habité pendant plus de 30 ans. Il y a peut-être des personnes pour lesquelles ça serait difficile, où je préférerais peut-être dire à mes collègues, charge-toi de cette situation. Mais non, après, en règle générale, j'imagine, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'imagine que dans l'inverse, même ces personnes, des fois, peuvent être gênées du fait de me connaître, et de me connaître sur un autre aspect, un aspect qui est amical. Ça peut être aussi compliqué pour elles de venir me raconter les soucis qu'elles ont dans le quotidien. Mais maintenant, pour moi, je vois ça comme... j'ai encore plus l'envie et la force de les aider quand je vois leurs difficultés, puisque c'est des difficultés que j'ai moi-même connues. Tout à fait. Et donc, à votre époque, ce que vous aviez vécu, et en comparaison avec aujourd'hui, vous diriez qu'il y a plus de choses qui ont été mises en place aujourd'hui qu'à votre époque? Alors, à mon époque, non, à mon époque, je pense que autour du jeune, il y avait pas mal de choses, notamment, moi, tout ce que j'ai pu découvrir, c'était bien parce que j'avais des animateurs dans le quartier qui m'emmenaient, qui m'écoutaient, qui m'emmenaient ici et là, en sortie, en vacances. Aujourd'hui, c'est fait d'une autre façon. Aujourd'hui, en fait, nous, on est une équipe en tous les cas qui accompagnons les personnes, qu'elles soient petites, à un âge très avancé. C'est ce qui fait la différence. Il y a de l'accompagnement qui se fait différemment qu'il y a quelques temps. D'accord. Donc, vous êtes depuis 5 ans, de par ce métier, une figure incontournable du quartier, dans lequel, justement, vous œuvrez. Votre humilité et votre disponibilité et votre professionnalisme sont reconnus. Mais cela n'est pas assez pour vous, apparemment, puisque vous en voulez toujours plus et vous en faites toujours plus, ce qui est bien, c'est une très bonne chose. Vous avez trouvé un autre moyen, une autre façon, effectivement, de faire entendre vos voix auprès des autres. Et donc, dites-nous comment.
Qu'est-ce que vous faites en plus d'être médiatrice sociale? Alors, j'habite sur la commune des Clés-sous-Bois donc depuis 2017. Et quand je suis arrivée, peu de temps après, il y avait les élections municipales. Je me suis intéressée à un projet, à un parti, puisque dedans il y avait des choses qui me parlaient. Notamment quand j'ai vu que cette équipe municipale était prête à mettre des personnes qui ont ma fonction sur cette commune des Clés justement pour accompagner, faire le même travail que je fais là où je travaille. J'ai trouvé que c'était noble parce que moi j'aime beaucoup les gens qui sont tournés vers les autres. Moi la solidarité pour moi c'est quelque chose d'important. La solidarité et en fait et donc oui donc en m'intéressant de plus près à ce programme ces personnes m'ont naturellement proposé de les rejoindre, ce que j'ai fait, j'ai accepté. Donc aujourd'hui on n'a pas gagné, mais je suis tout de même conseillère municipale de l'opposition. D'accord. Et cette fonction, en tous les cas, je vais m'en saisir, puisqu'il y a des conseils municipaux qui se déroulent, où il y a justement un maire et des conseillers qui décident pour la ville. Et j'essaierai tant que faire se peut de faire entendre, en tous les cas, que le social, la solidarité, c'est en tous les cas des choses qu'il faut accentuer dans un programme, parce que je peux vous dire que pendant toute la campagne électorale, vous savez, on y va, on distribue les tracts, et c'est vraiment quand tu fais du porte-à-porte que tu te rends compte qu'il y a vraiment des personnes en grande souffrance, en difficulté, et donc voilà, moi je pense que c'est des actions qu'il faut développer justement en faveur de ce public. D'accord, donc du coup vous avez un peu répondu à la question, d'où vous est venu d'entrer en politique. Vous avez expliqué que c'est par le fait de leur programme, vous avez été intéressé, ils vous ont demandé d'entrer, vous avez ouvert la porte et vous y êtes entré. Exactement. Et voilà, et aujourd'hui vous occupez votre petite place. Exactement. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez pu mettre en place ou modifier depuis que vous êtes au conseil municipal? Alors moi, je viens d'arriver dans le domaine de la politique, c'est pas quelque chose que je maîtrise, donc je suis plutôt dans l'observation. En tous les cas, ce que j'ai vraiment apprécié et aimé, c'est d'être pendant cette campagne justement où on est là, où on mobilise les gens pour justement aller voter. J'ai senti qu'un noyau de jeunes qui, pour beaucoup, n'allaient pas dans les bureaux de vote, n'allaient pas voter parce que pour eux, ça leur parle pas, la politique, c'est tellement éloigné. D'avoir pu mobiliser avec mes colistiers autant de jeunes et à faire en sorte qu'ils aillent vers les urnes, ça a été pour moi une superbe victoire. Ah oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'il y en a très peu qui vont voter. Et en plus, je pense qu'il y a aussi une déception de plus en plus des jeunes par rapport à la politique. On a l'impression qu'on vote, mais ça ne change rien. Et c'est vrai que là, les avoir poussés à le faire, ça leur a remis dans le devoir de citoyenneté, effectivement. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y a pas plus de jeunes qui veuillent aller voter, parce que ça pourrait peut-être changer énormément certaines choses. Bien sûr que ça change beaucoup de choses. C'est ça. En tout cas, bravo pour cette prise de position, c'est important. Merci. Et surtout, vu le parcours que vous avez fait, quand même, vous partez de loin. Et vous avez fait un sacré chemin pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, toujours dans cette entraide, dans cette envie de partager, de donner, d'être présent pour les autres, de les aider dans dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, puisque comme vous l'avez dit, vous-même, vous l'avez vécu, et ça vous a permis de grandir et d'être la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Merci. Donc, je voulais aussi savoir, dans votre parcours personnel, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont influencé au niveau professionnel comme personnel? Alors, oui, des personnes qui ont pu m'influencer, c'est mon collègue Michel. Michel qui était donc même mon supérieur, mais à qui l'époque, oui. Voilà, à l'époque. Alors aujourd'hui, qui n'est plus mon supérieur, qui est simplement mon collègue. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné, qui m'a toujours aidé dans ma fonction à mieux l'appréhender, mieux l'exercer. Et puis c'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un avec qui on peut parler, ça a toujours été mon confident. Dans le travail, si vraiment il y a quelqu'un que je mets sur ma tête aujourd'hui, c'est bien mon collègue Michel, mais pas que. Il y a aussi une personne sans qui, si elle n'avait pas été là, je ne serais pas là, c'est clair. C'est Cyril. Cyril, qui est aujourd'hui mon supérieur. Cyril, je me souviens à l'époque, il était à la jeunesse. Quand j'ai postulé à la jeunesse, je m'en souviendrai toute ma vie. Quand il m'a dit, mais pourquoi tu veux postuler? Qu'est-ce que tu sais faire? Je lui ai répondu, non mais écoutez bien, en fait, je ne sais rien faire. Mais en tous les cas, j'aime bien les enfants. Je trouve que c'est un milieu qui est sain.
C'est un milieu voilà, c'est un peu le milieu du bisounours. Et donc, c'est pour ça que je viens postuler. Mais je vous avoue que j'ai aucune notion. Et en tous les cas, j'aimerais bien apprendre. Et donc, si cette personne ne m'avait pas donné la chance de rentrer dans ce métier, de me former au fur et à mesure du temps, je vous rassure que j'en serais pas là, même je pense peut-être dans ma propre stabilité personnelle. D'accord, bah merci à ces deux personnes d'avoir pu œuvrer, parce qu'aujourd'hui vous êtes utile à beaucoup de personnes. Ce sont peut-être deux personnes, mais aujourd'hui c'est plus d'une centaine de personnes que vous aidez au quotidien. Je ne sais pas si je suis utile, mais en tous les cas, je tâche de l'être. Voilà. Et en plus, elle reste humble. Merci. Avez-vous une chanson qui vous identifie ou qui vous a marqué? J'aime beaucoup les chansons de Balavoine. Je trouve que c'est un homme qui est plein d'humanité. Et une précisément de Balavoine? Aimer. Ah oui, c'est ça. Aimer est plus fort que d'être aimé. aimé. Voilà, c'est exactement c'est celle-là. D'accord. Ah oui, elle est très belle. Effectivement, c'est un très bon choix. Oh, face à tout ce qui te dévore. Ensuite, je voudrais voulu savoir, est-ce que vous avez une citation ou un proverbe préféré, Dalila? Alors, un proverbe que j'aime, qui me va bien et que je me tâche d'utiliser chaque jour que Dieu fait, c'est « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Tout à fait. C'est une belle citation. Nous sommes dans l'émission des femmes de valeur et nous aimerions savoir, Dalila, quelles sont vos valeurs? Le respect, c'est important. La solidarité, la générosité, l'entraide. Voilà. Tout ce qui est tourné vers les autres, en fait. Tout ce qui est tourné vers les autres. Ce sont de belles valeurs, effectivement. Notre émission se termine. J'aimerais remercier Dalila de nous avoir fait l'honneur de sa présence dans notre émission Femmes de valeur. Dalila, merci pour ce parcours atypique et intéressant, dans lequel vous avez su tout le long de votre vie utiliser votre faiblesse pour en faire une force. Donc, nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Pour toutes nos petites dames, nous avons toujours un petit cadeau. Oh là là, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas, surtout, de nous suivre quotidiennement. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur. Et j'avais un tout petit mot à vous dire. N'oubliez pas que la vie, ce n'est pas avoir et obtenir, mais c'est surtout être et devenir. À très bientôt. Au revoir.